Les amis, on se retrouve aujourd'hui en tenue de gala. J'ai dégainé le maillot de l'équipe de France, maillot iconique pour une journée et une vidéo qui est iconique, une des vidéos et en tout cas oui, en vrai, je pense un des avant-matchs où j'ai pris le plus de plaisir à préparer parce que d'abord c'est l'équipe de France, donc c'est un sentiment qui est différent que le football de club, dû aussi au prestige du match parce que bien que l'importance de ce match n'est pas capitale, c'est pas une demi de Coupe du Monde, même pas une finale ou un quart, non, c'est un match de préparation, c'est un match amical. Dans cette chaîne, j'ai fait des avant-matchs de matchs beaucoup plus importants en termes de contexte et en termes de résultat final. C'est quand même un match qui, c'est le titre le dit, un match de prestige entre le Brésil et l'équipe de France. Didier Deschamps l'avait dit un peu pendant sa liste, hein, surtout dans la conférence juste après. Les joueurs sont beaucoup plus concentrés quand c'est une grande équipe en face. Et qui d'autre que le Brésil, terre de football, 5 Coupes du Monde, même si ça fait depuis 2002 qu'ils n'en ont pas remporté une. C'est une terre de football et cette équipe, sous Carlo Ancelotti, aura évidemment à cœur de rattraper ces trop nombreuses années sans même un dernier carré, parce que depuis 2002, je crois qu'il n'y a pas eu de quart de finale pour le Brésil, hormis, je crois, le 8-1, c'était un demi-finale, le 8-1 contre l'Allemagne. Enfin bref, un avant-match qui sera incroyable, au terme d'un match qui, je l'espère, sera incroyable, un match qu'il faudra et que je vais préciser, un match aux États-Unis, au Gillette Stadium, le même match, enfin le même stade que, pardon, le troisième match de l'équipe de France en Coupe du Monde face à la Norvège. C'est très important pour moi de s'acclimater très tôt au contexte États-Unis, camp de base, hôtel. Je n'ai parlé plus longuement dans ma liste, enfin dans la liste de Didier Deschamps quand j'ai fait la vidéo sur ma réaction de la liste. Donc là, j'ai pas trop épilogué là-dessus, mais les infos qui sont importantes, c'est que oui, c'est le stade de la J3 pour l'équipe de France contre la Norvège, dans une zone sur la côte ouest. Je crois que là, ça doit être au Massachusetts. Je ne connais pas les États-Unis. Je crois que c'est le Massachusetts. Enfin bref, en tout cas, c'est le même camp et c'est dans la même zone, on va dire, que les 3 premiers matchs de l'équipe de France de la Coupe du Monde. Donc c'est clair que pour s'acclimater, ça sera un plus. Cette vidéo sera évidemment découpée en 3-4 étapes. La première, l'historique des rencontres, parce que si c'est un match de prestige, c'est bien pour quelque chose, c'est qu'on a eu des matchs à grands enjeux entre ces deux nations. Donc on va évidemment en revenir. La forme des derniers matchs, notamment pour les qualifications à la Coupe du Monde du Brésil et de l'équipe de France, les joueurs à suivre et évidemment pour terminer la composition probable. On va pas plus épiloguer et on est directement parti pour l'avant-match le plus prestigieux de ma chaîne YouTube entre la Seleção et l'équipe de France. Un match qui, comme j'ai dit de trop nombreuses fois dans cette vidéo, est on ne peut plus prestigieux. Un match où il y a eu 15 matchs, 6 victoires pour l'équipe de France, 6 victoires pour le Brésil et 3 nuls avec évidemment des matchs très importants. 2005 oblige, j'ai quasiment vu aucun de ces matchs, en tout cas j'étais beaucoup trop jeune, mais ça m'a pas empêché quand même de lister dans cette quinzaine de matchs là, 2, 3, 4 matchs qui ont été importants. Le premier, la demi-finale de Coupe du Monde 1958, victoire du Brésil 5-2 avec voilà, des buts notamment de Pelé, de Vavaille pour l'équipe de France, de Juste Fontaine et de Roger Plantoni. On va pas faire l'expert, 1952, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans cette vidéo qui était là ce soir-là, mais il me semble, en 52, je sais pas si... si, je pense qu'en 52, le Brésil doit bien prendre sa deuxième Coupe du Monde, ou peut-être même sa première. Le quart de finale, deuxième match, ensuite, le plus important pour moi, enfin, pas forcément dans ordre chronologique, mais en tout cas dans ce que j'ai listé. Le quart de Coupe du Monde 1986, un partout, qui s'est décidé au penalty avec une victoire 4-3 de l'équipe de France, même si on perd après, je crois, en demi-finale contre l'Allemagne, je crois, 1-0, 2-0, avec à l'époque, au niveau des buteurs de l'équipe de France, Michel Amoros, Platini, Luis Fernandez. Je crois côté brésilien, ouais, il y avait du Branco, du Zico, pardon, et du Socrates qui l'avait raté. Donc ça c'était pour Puri, ça c'était pour les anciens qui sont dans cette vidéo. Maintenant, on va commencer à parler de ce qu'on a un peu connu et encore, parce que moi, voilà, moi je suis qu'à 2005, je n'ai encore rien connu à part les cassettes de l'époque, les disques quand tu mettais les yeux dans les bleus, rêve d'être français, etc. Les cassettes que j'ai bien trop regardé en boucle et en boucle sur la Coupe du Monde 98. Et cette victoire au terme de compétition incroyable, cette victoire finale contre la terre du football, contre le Brésil, de Ronaldinho, de Kaká, de Ronaldo, de Lucho, bref, des grands noms. Avec le doublé de Zizou, évidemment, le but de Petit en fin de match et l'arc de triomphe. Tout le monde sur les rues, à Paname, ça devait être une chose incroyable, la première Coupe du Monde de l'équipe de France. Et évidemment, le dernier match d'anthologie entre le Brésil et la France, ce quart de finale de Coupe du Monde 2006. 4 ans après la victoire du Brésil, 8 ans après celle de l'équipe de France, ce quart de finale avec ce but de Thierry Henry, il me semble, sur le coup franc
de Zizou, 57e minute si je ne me trompe pas, avec un Roberto Carlos qui était au marquage et qui fait ses lacets. À ce moment-là, c'est aussi là pour montrer toute la décontraction du Brésil qui ont fait ce soir face à un milieu de terrain avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de combats, avec un tandem Makelele Vieira, avec Zizou encore une fois qui avait fait un match extraordinaire. C'est des images qui ont fait le tour du monde, c'est des performances comme ça, que ce soit 98, 2006, qui ont résonné, qui ont planté les graines, qui ont semé les graines finalement de pourquoi le football, en tout cas en France, est devenu un sport si apprécié, le plus joué, avec le plus de licenciés. C'est par des victoires de l'équipe de France, par des performances d'anthologie, par Zizou, par Thierry Henry, par des joueurs de cette qualité, de cette acabit-là. Et le dernier match en date, un match je crois amical, le 26 mars 2015, perdu 3-1. Je crois qu'il y avait des buts d'Oscar, Neymar et Luis Gustavo côté... Ouais, c'est ça, et Luis Gustavo côté Brésil et un but de Varane. Donc oui, depuis 2006, il n'y a pas eu de match majeur. Est-ce que le prochain match majeur entre le Brésil et l'équipe de France aura lieu pendant cette Coupe du Monde là? Je l'espère. Donc voilà un peu pour la rétrospective des résultats entre l'équipe de France et le Brésil. Maintenant, c'est clair que les formes des deux équipes ne sont pas forcément différentes, bien que le Brésil ait quand même subi le changement d'un coach avec l'arrivée évidemment de Carlo Ancelotti. C'est 2 nuls, 4 victoires et 2 défaites pour une Brésil qui a fini 5e de sa zone sur 10. Mais sur 7 qualifiés, avec quand même 28 points pour le Brésil qui était 5e, avec 1 point d'écart avec l'Équateur qui était 2e, donc c'est vrai que l'écart n'était pas énorme. Maintenant, c'est clair qu'on ne peut pas dire que ce Brésil est dans une forme qui est étincelante. On ne peut pas dire que ce Brésil-là, évidemment, donne pas des motifs d'espoir pour l'avenir, parce que c'est une équipe qui a quand même beaucoup de qualités individuelles, même collectives, et on sait que sur une compétition comme ça, Carlo Ancelotti, on a vu avec le Real Madrid, il peut mener les hommes et justement faire transcender ces joueurs-là. On sait que c'est une équipe qui, pendant cette trêve, en tout cas après la qualification à la Coupe du Monde, a eu des matchs contre le Japon, perdu 3-2, une victoire 2-0 contre le Sénégal au Wembley. Mais selon mes amis sénégalais, à ce qui paraît, le match était beaucoup plus serré, beaucoup plus disputé que ce que le score aurait pu nous faire croire. Un 1-1 contre la Tunisie, aussi le match le plus récent du Brésil. Donc c'est clair que c'est une équipe du Brésil qui ne peut pas forcément se rassurer des résultats récents qui sont extraordinaires. Après, c'est quand même une équipe du Brésil qui reste avec toujours là cette qualité, des joueurs de football qui sont extraordinaires. Il faut évidemment éviter les blessures, on en reparlera après dans les compétitions près, mais c'est clair que c'est une équipe du Brésil qu'il ne faudra pas sous-estimer pour la Coupe du Monde et encore moins pour ce match amical. Et pour l'équipe de France, on est sur les 7 derniers matchs sans défaite, premier de la phase de qualification avec 16 points, avec je crois ça doit être 5 victoires, un nul. On s'est rassuré, bien que l'adversité n'est pas énorme. Je crois que c'était Islande, Ukraine et Azerbaïdjan. La dernière défaite de date remonte sur ce 5-4 contre l'Espagne. Je crois que c'était en demi-finale de Ligue des Nations, avec un grand Yamal, avec une défense de l'équipe de France qui était quand même pas mal remaniée, avec l'anglais Kalulu. Donc là, c'est clair qu'on va pas non plus déblatérer 10 millions sur la forme récente de l'équipe de France, parce qu'on ne peut pas forcément se baser comme sur des matchs de club où on est serein, où on sait qu'on peut se projeter. Les matchs de nation, c'est toujours différent. L'approche tactique est bien plus différente. C'est des matchs qui sont quand même beaucoup plus ennuyants pour la plupart du temps. Mais en tout cas, j'espère que cette affiche-là va faire que des joueurs vont se transcender, qu'on aura un jeu qui ira de gauche à droite, bien que les sélectionneurs vont se tirer les cheveux devant ce match-là. Ça restera quand même une affiche de précis. Il y a quand même 2 coachs légendaires, en tout cas pour la nation, qu'est Didier Deschamps, qui a carrément été joueur de Carlo Ancelotti sur une demi-saison avec la Juventus de Turin, avec un Carlo qui est de retour sur un banc, cette fois de sélection. Donc c'est clair que cette confrontation a de quoi faire saliver, a de quoi faire rêver par les 2 effectifs qui sont magnifiques, des coachs qui sont vraiment de très grande qualité. Voilà, je parlais de joueurs de grand talent, on va parler directement aux joueurs à suivre de ce match, et il y en aura beaucoup je pense, au-delà de la composition probable que je vais sortir tout à l'heure. Au niveau des joueurs, évidemment, on attend ce choc Vinicius contre Mbappé. Pas les 2 instigateurs de ce Real Madrid là, mais quand même 2 attaquants en grande forme. À l'heure où je fais la vidéo, les 2 sont aptes à jouer contre l'Atlético Madrid, donc j'espère que les 2 ne vont pas se blesser. Ce sera incroyable pour la première fois d'avoir un Vini Mbappé en sélection, bien que le Vini du Brésil n'est pas le même que le Vini du Real Madrid, ça reste un Vinicius qui, on le sait, peut faire beaucoup de mal. Maintenant, il faudra voir aussi sous la houlette d'Ancelotti comment il va le faire jouer. Est-ce qu'il va vraiment le cajoler? Parce que pour avoir un grand Vinicius, il faut le cajoler. Car Ancelotti, c'est très bien maîtriser Vinicius. C'est tout d'abord sur le travail de Zidane, mais ensuite, Carlo a perpétué ça pour que Vinicius devienne ce joueur-là. Donc c'est clair que ce sera un joueur à suivre. Tout comme Rafinha, il n'y a pas beaucoup de scandales à faire. Côté équipe de France, je viens de parler de Mbappé. En tant que numéro 9 sûrement, je pense que le joueur le plus important de l'équipe de France peut-être c'est quasiment Olysée, qui a les clés du camion, qui est la plaque tournante offensive de cette équipe de France là, qui peut jouer à plusieurs registres, qui a une qualité sur son pied gauche qui est incroyable, qui est vraiment je pense le nouveau Griezmann entre guillemets, et pour moi c'est le nouveau patron de l'équipe de France. Maintenant hâte de voir les responsabilités que Deschamps va lui donner pour la Coupe du Monde, mais surtout que Zidane va faire après son arrivée, parce que je pense que
donner les clés du camion à Olysée et essayer une nouvelle approche tactique, surtout offensivement de l'équipe de France. Je pense que ça pourrait être bénéfique à toute l'équipe. Parce que pour ce qui est défensivement, l'équipe de France sait comment faire. À l'Euro, on a vu, on a une vraie forteresse. Ce trio, Maignan, Saliba, Upamecano, s'il n'y a pas de blessure et s'ils sont en forme, c'est quasiment des meilleurs tridents du monde. Donc ça, je ne m'inquiète pas forcément. C'est plutôt l'animation offensive. Comme on a vu à l'Euro, qu'on avait beaucoup de mal à se créer des situations, des opportunités face à des équipes de nations qui, même si je disais tout à l'heure, tactiquement, c'est limité. Il y a des équipes qui, collectivement, quand ils enchaînent les rassemblements, comme l'Argentine, comme l'Espagne, comme bientôt, je pense, l'Angleterre, qui va débarquer en force avec Thomas Tuchel, je pense que ce club, je pense que cette foot de nation, de sélection, va de plus s'orienter vers un foot de club, bien qu'ayant des limites, parce que tu as beaucoup moins de temps pour te préparer, avec tactiquement des joueurs qui sont rodés dans leur sélection, mais qui n'auront pas forcément beaucoup d'automatisme, car seulement 2 matchs de préparation quasiment à chaque trêve, donc c'est assez compliqué de mettre des choses en place abouties. C'est là où l'ADN, où les championnats vont faire que ces joueurs-là qui ont l'habitude de jouer ensemble en championnat ou dans des championnats où le style de jeu est un peu le même, un peu comme l'ADN espagnol, etc., qui peut faire que cette équipe-là puisse se transcender en sélection. Mais c'est clair que voilà, quand tu vois l'équipe de France, le levier offensif de l'équipe de France, tu pourrais en parler 150 000 ans. On parle de casse-tête de luxe pour Didier Deschamps. J'en parlerai dans la composition probable que moi je vois, même si je pense que Didier Deschamps fera quelque chose de différent. Tu pourras en citer plusieurs. Voilà, je pense que les 3 joueurs à suivre côté équipe de France. Olysée, évidemment, tu ne peux pas enlever Mbappé de la balance. Et peut-être un Saliba. Bien qu'au milieu de terrain, il y a quand même eu des questions qui vont se poser avec l'absence de Manu Koné, bien que j'en parlerai tout à l'heure. On verra s'il y a une nouvelle recrue qui va arriver, s'il y a un nouveau joueur qui va arriver ou qui va émerger. Côté Brésil, je l'ai dit, Vinicius, Rafinha, dur de faire plus original que ça, j'ai envie de vous dire finalement. Mais je pense que oui, Vinicius, Rafinha sont peut-être les joueurs les plus à suivre côté offensif. Et je pense qu'au milieu de terrain, Casemiro, un des hommes les plus expérimentés de cet effectif-là, je pense sera un des joueurs à suivre. D'habitude, je fais les clés du match dans mes avant-matchs, mais là, comme j'ai dit, comme c'est pas un football de club, c'est un football de sélection, ça repose sur pas grand-chose. On n'a pas grand-chose sur quoi s'appuyer, bien qu'en plus le Brésil, c'est une équipe que j'ai l'habitude de regarder parce que les matchs sont à 2h30, j'ai autre chose à foutre le soir que de regarder le Brésil dans des trêves internationales. Donc c'est clair que on va directement passer à la composition probable avec quand même des absents majeurs, surtout un absent majeur dans la liste d'Ancelotti. Pas de Neymar, on le sait, Neymar va revenir en sélection. À Santos, de retour. Maintenant, ce qui sera vraiment la sélection finale, je ne sais pas. Il restera une trêve avant la Coupe du Monde. La liste finale finalement, donc on verra quel choix sera fait par Ancelotti. Ce serait très surprenant de voir Neymar dans la liste. On le sait qu'avec l'absence de Rodrigo, peut-être qu'il y a une place qui se libère offensivement. Ancelotti qui a quand même dû bâtir avec beaucoup d'absences, que ce soit Vanderson, Caio Henrique, comme je l'ai dit, Rodrigo, Militao, Guimarães, Estevao, récemment Alisson aussi. C'est clair que c'est pas l'idée pour préparer sa Coupe du Monde, mais en tout cas il essaie de faire au mieux avec les venues quand même de 3 joueurs qui découvrent la sélection. Ryan, arrivé de Vasco da Gama à Bournemouth cet hiver, 30 millions d'euros, qui peut jouer sur le couloir droit, qui peut jouer buteur, 1m85, 2 buts et une passe D en ce début de saison. On verra s'il aura un rôle majeur. Moi, une venue que j'attends impatiemment, c'est Gabriel Sara. Je trouve que l'aller qu'il a fait face à Liverpool était vraiment incroyable. Alors oui, c'est mal passé au retour. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter cette patte technique-là, cette sérénité avec quand même des joueurs. Quand tu vois les Casemiro, les Fabinho, les Danilo, c'est des joueurs qui ont de la qualité, mais autour avec un Gabriel Sara et avec André Santos aussi, c'est des joueurs qui sont voués à faire de grandes choses dans leur club et pourquoi pas aussi dans leur sélection, bien que je pense qu'Ancelotti gardera un double pivot Casemiro, Guimarães, si Guimarães est de retour à la Coupe du Monde. Ça fait quand même du bien, je pense, pour Ancelotti dans sa tête d'avoir des joueurs comme ça sur le côté qui peuvent rentrer, qui peuvent apporter cette patte-là technique. Igor Thiago aussi, le numéro 9 de pleine forme, première sélection à 24 ans, un Golgot d'1m91 qui est sur 19 buts en PL, 3 unités derrière Haaland avec 29 buts, toutes compétitions confondues. Je crois qu'ils sont en Conference League, Brentford ou en Europa League, plus les coupes, plus la pelle, ça fait quand même beaucoup. Dans un secteur de jeu où le Brésil quand même se cherche à chercher des balleurs neufs. Avec Igor Thiago, ils ajoutent une gâchette. Il y a aussi João Pedro. On sait que Cunha est habitué à la sélection aussi dans ce registre offensif. Donc on verra ce qu'Ancelotti va préconiser. Mais c'est clair que Cunha part avec, je pense, un train d'avance offensif et le retour d'Hendrick après son arrivée à l'OL. On le sait, Ancelotti lui avait promis de revenir en sélection si Hendrick reprenait du temps de jeu. Ça a été chose faite, promesse tenue entre guillemets. On verra évidemment si Hendrick pourra s'imposer en tant que numéro 9 du Brésil d'ici la Coupe du Monde, même si je pense, comme je l'ai dit, qu'il est encore très jeune et qu'il part avec un train de retard. Pour la fameuse composition probable, moi, on le sait, Ancelotti tâtonne avec un 4-4-2 avec 2-6, 2 milieux, un plus sur le côté gauche, un plus sur le côté droit et 2 numéros 9, ou alors évidemment un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Je pense que dans cette phase-là,
Il va essayer de préconiser le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 parce qu'il y a l'absence de Guimarães qui est quand même un point central dans le 4-2-3-1. C'est très important d'avoir un joueur comme ça d'aussi grande expérience et d'une aussi belle qualité technique. Je vois mal Ancelotti tenter un 4-2-3-1 avec un joueur qui manque d'expérience, bien qu'on ne sait jamais. C'est pour ça que je vais quand même préconiser le 4-2-3-1 qui peut évidemment se mettre en 4-3-3. On n'est pas des experts, donc on ne va pas commencer à déblatérer tactique 10 000 ans. Au cas, comme je dis, pas d'Alisson. Donc les deux suppléants, c'est Henderson et Bento, je crois, qui jouent à Corinthians. On verra ce que Ancelotti va mettre. La vérité, c'est que moi, je n'ai aucune réponse à vous apporter. Je pense que ce sera Ederson, mais sans confiance aucune. Sur le côté droit, par contre, je suis plutôt serein avec Wesley Franco de l'AS Roma. Ça fait beaucoup de bien à la Roma d'avoir un joueur de cette qualité-là qui amène cette profondeur-là et ce côté offensif dans un rôle où c'est clair que ça peut être compliqué. En plus, sans Caio Henrique à gauche et sans Anderson à droite, je pense que ce sera lui qui sera titulaire dans cette liste-là, dans ce match-là. Et avec sur le côté gauche, Douglas Santos du Zenit Saint-Pétersbourg. On sait qu'il y a Alexandro en backup. Et ce qu'à droite, on aurait peut-être Danilo. On verra, je ne sais même pas ce qu'il vient Danilo, donc on verra ce que va faire Ancelotti. Pour la charnière, on sait qu'il y a du Marquinhos, du Gabriel, du Léo Pereira, du Bremer, du Ibanez. C'est quand même des joueurs qui manquent d'expérience. Bremer, c'est que 4 matchs avec la Seleção, c'est sûrement pas complet. Ibanez, c'est 3 matchs bien que solides avec Al Ahly. Je pense que la charnière sera quand même composée de Marquinhos et de Gabriel sans trop de surprise. Le milieu de terrain, comme je dis, ça peut être une vraie interrogation parce que c'est quasiment le même double pivot. Voire c'est juste le même double pivot qui est aligné depuis 4 matchs et très complémentaire. Avec un Casemiro qui est plus dans le combat, plus dans l'agressivité, peut-être à faire un peu moins de courses que Guimarães qui lui est vraiment ce garant de ses qualités balle au pied, qui est vraiment, je pense, le joueur qui est protagoniste dans le jeu et dans les relances. Hâte de voir, comme je dis, comment Ancelotti va aligner ça. Je pense qu'on pourrait clairement avoir, est-ce qu'on pourrait avoir un milieu de terrain, Casemiro, Danilo, Casemiro, André Santos, j'ai de gros doutes là-dessus. On verra et c'est une grande surprise et c'est une grande interrogation que moi je vais avoir. Et sur le côté offensif, car un peu à l'image de l'équipe de France avec Mbappé et Dembélé, car Dembélé ça fait longtemps qu'il n'est pas venu en sélection. Je crois qu'on a tendance à oublier que Vinicius et Rafinha, qui sont les deux fers de lance, Real Madrid, Barcelone, ils n'ont pas joué ensemble dans la Seleção depuis le 11 juin 2025. Et à l'époque, je crois que c'était Vini BU, à droite c'était Rafinha et à gauche c'était Gabriel Martinelli. On verra ce qui sera préconisé par Ancelotti. Je pense qu'Ancelotti mettra Vinicius, son poulain, sur le côté gauche avec un Rafinha sûrement peut-être numéro 9 pour regarder tous les soucis. Mais même si je pense que s'il a pris Igor Thiago, en plus de Joao Pedro, en plus de Hendrix et de Ryan, c'est pour, je pense, mettre un vrai pur numéro 9 à côté, en point de fixation, en pivot. Donc je pense que ce sera sûrement un Igor Thiago numéro 9 ou un Joao Pedro numéro 9. Et sur le côté gauche, Vinicius et Rafinha, alors selon les compositions, parce que si c'est sur un pur 4-2-2-2, la vérité c'est qu'on pourrait avoir un double pivot, André Santos, Casemiro, Vinicius milieu offensif gauche, Rafinha milieu offensif droit, et devant un tandem Joao Pedro, Igor Thiago. Il y a beaucoup de cartouches côté Ancelotti. Ça me parlait de Luis Enrique qui peut jouer sur le côté droit, qui pourrait peut-être démarrer latéral ou peut-être piston. Franchement, il y a tellement de qualité dans cette équipe du Brésil qu'Ancelotti peut tester différentes choses, manier de différentes manières son effectif, son 11, sa tactique. Donc j'ai hâte de voir comment Ancelotti va articuler ça. Et pour la composition de l'équipe de France, évidemment le 4-2-3-1 de Didier Deschamps, je pense que il a trouvé sa composition, il a trouvé sa formation qui va aller jusqu'à la Coupe du Monde. Maintenant, comme je disais avec Ancelotti, il y a quand même eu des absents. Côté équipe de France, c'est quand même mieux, on va pas quand même se plaindre comme le Brésil. Il n'y a que Koundé qui n'est pas là, bien que c'est un élément qui est important, mais qui enchaîne tellement de mal que ça va lui faire du bien de se reposer un petit peu. Barcola aussi. Pendant ce week-end, on a eu Manu Koné qui est sorti contre l'AS Roma, qui sera sûrement pas là aussi, et qui a pleuré, qui a pris peut-être une béquille, donc j'espère qu'il sera là, mais selon les dernières sources, il serait sûrement présent aussi. Donc c'est clair qu'on a moins d'absents. Mais il faut quand même essayer de créer quelque chose avec un effectif. Il y a quand même beaucoup de qualité. Bon, au cas, le patron Mac Maignan, il n'y a pas de débat. Le premier gros débat qui va se faire, c'est sur ce poste de latéral droit. Car sans Koundé aujourd'hui, il y a une place à prendre entre Malo Gusto et sûrement la vérité, Warren Zaïre-Emery ou Kalulu. Même si Kalulu a été rappelé, je pense pas qu'il... Je pense, dans la hiérarchie, en tout cas, il est derrière Warren Zaïre-Emery dans ce poste de latéral droit parce que, comme Deschamps l'a dit, il veut 3 joueurs à chaque poste. Et la vérité, c'est que pour moi, Warren Zaïre-Emery, on l'a vu avec le PSG, il montre des capacités, il montre une envie et il montre une qualité technique et une sérénité à ce poste-là qu'en équipe de France, un peu à l'image de Camavinga au Real Madrid, il pourrait faire beaucoup de bien à un poste à l'heure actuelle sans Koundé, parce que quand Koundé sera de retour de blessure, Koundé devra être le latéral droit titulaire, malgré que son statut et que ça commence à être un peu compliqué pour Koundé cette saison, il commence à redevenir un peu mieux, et un Koundé en top forme, ça reste quand même un des meilleurs latérales droits du monde. Donc en l'absence de Koundé, Malo Gusto c'est clair qu'il montre quand même beaucoup de vérité offensive, qu'il montre quand même beaucoup de qualité. On a comme de la chance d'avoir Malo Gusto qui a aussi cette qualité de projection, même si défensivement, je pense qu'il a peut-être un peu moins de qualité que Warren Zaïre-Emery. Et encore, on a quand même 2 joueurs qui peuvent se battre dans cette place-là
de qualité en l'absence de ton titulaire. Donc, ça reste quand même un vivier de l'équipe de France qui n'est plus approuvé à quasiment tous les postes. Donc c'est clair que c'est un rôle où il faudra voir vraiment qu'est-ce que Deschamps a préconisé, soit Kaloulou, soit Malo Gusto, ou soit Warren Zaïre-Emery. Et honnêtement, la piste Warren Zaïre-Emery, moi je l'adorais. Il peut apporter, comme ce que Kama porte avec le Real Madrid, et sur le côté gauche ça peut être pareil. Comme je l'ai dit à droite, je doute de qui il va y avoir. Je pense que ce sera quand même Malo Gusto qui a plus de chances de démarrer titulaire que Warren. Et sur le côté gauche, il n'y a pas de blessure, notamment de titulaire. Ça va se battre entre Théo Hernandez et Lucas Digne. Des joueurs qui ne sont pas forcément pas indiscutables, même si c'est des joueurs qui on peut remettre en question leur niveau. La vérité, c'est que moi, avec le retour de Camavinga, je me dis que c'est pas impossible que Camavinga puisse postuler aussi à ce poste de latéral gauche. Il a toutes les capacités, pour moi, il a toutes les qualités requises pour jouer à ce poste-là. J'ai l'impression même qu'au Real Madrid, il n'est pas voué à jouer latéral gauche, mais que ses plus grandes performances sont à ce poste-là. Donc moi, je me dis, pour apporter de la variété tactique à Didier Deschamps, pour apporter aussi une sérénité défensive, pour apporter ce combat aussi, cette combativité, moi, ça ne me choquerait pas la vérité d'avoir une défense avec sur le côté droit Warren Zaïre-Emery et à gauche Camavinga. C'est pas des latérales de métier, ça c'est sûr, mais pour ce rassemblement, pour moi, il faut tenter des choses. Deschamps l'a dit, c'est pas avec des matchs aussi rapprochés, des compétitions de clubs avec très peu de temps de repos, le voyage, le décalage horaire. C'est pas des choses où footballistiquement, j'ai envie de te dire, on pourra avoir des certitudes tactiques, etc. Pour moi, c'est un rassemblement où il faudra pas tenter des coups de poker, mais tenter des choses. En tout cas, s'appuyer et essayer de découvrir des choses pour potentiellement, comme je dis, s'appuyer pour la Coupe du Monde. Bien qu'on n'aura jamais un Warren Zaïre-Emery côté droit titulaire en 8e de Coupe du Monde, ni même de Camavinga titulaire côté gauche en Coupe du Monde. S'il y a blessure, s'il y a méforme, etc., moi je me dis, tu peux être rassuré d'avoir deux joueurs comme ça qui peuvent dépanner, qui peuvent faire beaucoup de très bons services. Maintenant, la plus probable, comme j'ai dit à gauche, c'est Lucas Digne. À droite, ça sera sûrement Malo Gusto. En charnière, par contre, il n'y a pas de débat. Ça sera sûrement Saliba et Upamecano. Au milieu de terrain, je pense qu'on aura sûrement un tandem Tchouaméni-Kanté ou alors Tchouaméni-Rabiot. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Tchouaméni, pour moi, doit être et sera sûrement indiscutable dans ce double pivot-là. On le voit, le niveau qu'il montre au Real Madrid, je pense que Deschamps l'a vu, c'est complètement démentiel. Bien que de la combativité, que le jeu sans ballon, que le rôle de l'ombre, que les retours défensifs, maintenant il commence à jouer sa palette technique, de la qualité balle au pied, de la technicité, de la cérébralité même. Tu es en train de me choquer et j'espère qu'en équipe de France, il va pouvoir reproduire ces énormes performances-là. Maintenant, il faudra voir qui tu vas aligner. Je pense que aligner Adrien Rabiot, qui est aussi avec l'AC Milan, est peut-être pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A. Je n'ai pas honte de le dire. Tout ce que je vois de Adrien Rabiot, ça me choque. C'est un milieu de terrain qui est très complémentaire, où il y aura la combativité, il y aura du combat, il y aura de la qualité technique aussi si les deux jouent dans un registre assez complémentaire. Donc moi, je suis plutôt serein en tout cas à ce niveau-là. Et tu as même Kanté, Warren, Camavinga, bon, plus Manu Koné, on verra qui va être suppléé, peut-être Tolisso, hein. Peut-être, on ne sait jamais, il aurait sa place matin, midi, soir dans ce milieu de terrain-là aussi de l'équipe de France. Et le côté offensif du 4-2-3-1, voilà, là, c'est l'anarchie complète. Là, c'est le débat de luxe que doit faire Didier Deschamps. Avec à droite, est-ce que le retour de Dembélé? Sur le côté droit, bien qu'on sait que l'équipe de France, à ce poste-là, tu me l'as performé. Est-ce qu'il sera numéro 9? Sauf que non, en 9, eh ben, tu as Kylian Mbappé, qui pour moi devrait être plus mis sur le côté gauche ou même côté droit. Mais bon, ça, c'est. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Seul Deschamps et les coachs ne veulent pas le faire changer de ce poste-là. Je pense que lui aussi veut jouer à ce poste-là, malheureusement. Donc, je pense qu'on devra s'habituer à la fin de carrière d'Mbappé, qu'il soit numéro 9 jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, je pense que ce numéro 9-là est bouché. Et quand tu vois, bien que Thuram et Colomani soient discutés dans cette liste-là, ils font aussi beaucoup de bien. Même Ekitike, je pense qu'il aurait fait du bien en tant que numéro 9. Maintenant, il faut s'habituer à avoir Mbappé numéro 9 jusqu'à la fin, avec sûrement sur le côté gauche. Voilà, peut-être un match d'Ibis, peut-être Rabiot sur le côté gauche dans les gros matchs pour apporter cette dimension tactique, ses efforts, ses retours défensifs et ses prises à deux sur un mec comme, voilà, bizarrement Lamine Yamal par exemple, tu vois, et avoir ce milieu de terrain, Tchouaméni, Kama ou Tchouaméni avec Kanté pour vraiment assurer ce rôle de ratisseur là où l'objectif n'est pas de jouer balle au pied, le but est d'abord de bien défendre et d'ensuite se projeter avec des boulets de canon. Sûrement dans les gros matchs, maintenant dans un match comme ça, même si c'est un gros adversaire, je pense qu'on aura à cœur de faire montrer nos qualités offensives. Donc je pense qu'on aura une attaque avec Mbappé numéro 9, Andis Olysée, bien qu'il soit peut-être meilleur sur le côté droit avec le Bayern Munich en équipe de France. Son rôle, c'est d'être numéro 10, c'est d'être vraiment libre de tout marquage, de se balader entre les lignes, d'être là où le jeu le veut, de sentir le jeu. Il a cette vista-là, il a ce grain de folie-là, il a ce truc-là de sentir le jeu, sentir les bons coups. Donc je pense qu'il sera clairement en tant que numéro 10. Sur le côté droit,
peut-être Doué, sûrement Dembélé et à gauche Ekitike. Alors oui, c'est très offensif, mais il ne faut pas oublier que même si c'est reste très offensif, limite un 4-2-4, on a quand même sur le flanc de l'attaque, hormis Mbappé, des joueurs qui en sélection et surtout en club avec Liverpool, avec le PSG et avec le Bayern Munich, des joueurs qui ont l'habitude de courir, de défendre et de faire les efforts là. Et peut-être que ça va inspirer Mbappé à faire de même aussi de ce côté offensif. Donc je pense que c'est peut-être l'attaque qui a pas le plus de chances d'avoir lieu. Je pense que si Marcola aurait été là, il aurait été titulaire sur le côté gauche sans souci. Côté droit, je suis plutôt rassuré que Dembélé sera titulaire. Mbappé en 9, Olise en 10. Maintenant, le côté gauche, elle peut se battre entre Hakli gauche peut-être, entre Désiré, Doué, sûrement Ekitike. Donc j'ai hâte de voir dans les deux compétitions de façon. Il y a beaucoup de surprises qui peuvent arriver parce que c'est quand même des matchs test, des matchs amicaux, des matchs de préparation aussi. Il y a quand même un contexte qui fait que c'est le Brésil, que c'est la France. Donc il y a quand même une envie de gagner ce match. C'est pas un match amical contre Gibraltar ou contre n'importe qui. C'est quand même face à un pilier et un tollé du football mondial. Donc c'est clair que les joueurs, je pense qu'ils auront à cœur de procurer la meilleure performance avec des 11 qui, je pense, seront incroyables. En tout cas, les amis, moi, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Les amis, abonnez-vous, likez, partagez. Nous, on se retrouve dans 2 jours pour le débrief de ce match-là entre le Brésil et l'équipe de France. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.